propose qu'on démarre cette présentation en saluant l'ensemble des participants qui se sont inscrits à cette séquence webinaire pour présenter le projet START, dont on parle depuis un petit moment maintenant dans la région. J'en profite pour saluer d'entrée l'ensemble des participants, présentateurs, partenaires, avec évidemment pour l'ARS, Sandrine Bonjardini, référente TND, Madame Gauthier qui nous a rejoint également pour la DOMS. On a nos partenaires OPCO, ANFH et OPCO Santé qui participent à l'accompagnement, la mise en œuvre, au financement de cette action sur notre territoire. Des formatrices START avec Céline Fontaine et Anna Covin qui nous ont rejoints également. Et on a parmi nous Muriel Power de l'Ancréail qui était à l'origine du projet et qui pourra, si le micro arrive à fonctionner, à compléter différents éléments en lien avec les éventuelles questions à la fin. Ce qui est intéressant parmi l'ensemble des participants qui sont nombreux, c'est d'emblée la représentativité de ces participants, tant du point de vue des territoires, on a des participants de tous les départements, que du point de vue des fonctions. On a des fonctions de direction générale, des médecins, des représentants de structures type CMP, CANSP, de divers établissements du secteur médico-social, établissements enfants, établissements adultes, et c'est d'emblée la représentativité du public qu'on souhaite, des représentants des MDPH aussi, de l'éducation nationale, si je ne me trompe pas. Donc c'est représentatif de toute la diversité qu'on souhaitait toucher avec cette action, et on est d'emblée dans l'objectif de START, puisque c'est une action transversale. Donc avec moi, on a Laurie Santeles, que certains connaissent, qui est référente START au sein du CREAI. Et Laurie, je vous laisse, avant de poursuivre, peut-être juste la diapo suivante. Voilà, et après je vous redonne la main, simplement reprendre l'acronyme START. Donc on a structuré depuis avant l'été et pour lequel on est en train d'organiser les premières sessions en fin d'année, service territorial d'accès aux ressources transdisciplinaires. Si je reprends les éléments inscrits, un outil pédagogique original dans le champ des troubles du neurodéveloppement. L'outil pédagogique original, on l'illustrera à travers la présentation sur les caractéristiques de ce dispositif. Les troubles du neurodéveloppement, on est en plein cœur sur ce projet de l'évolution des politiques publiques qui amène à passer d'une logique plutôt de public et d'approche de pratiques professionnelles spécifiques à différents types de publics, à différentes situations de handicap, à une approche plus transversale dans le champ des TND qui regroupe bien évidemment les troubles du spectre autistique, la déficience intellectuelle et d'autres troubles tels que les DIS, les TDAH, afin de miser sur la transversalité des compétences que l'on peut retrouver entre ces différents publics. Un projet à l'origine multipartenarial. Vous avez les partenaires principaux qui sont à l'origine de ce projet et qui a, suite à son expérimentation, été amené à être déployé à travers la fédération en CREAI, donc chaque CREAI sur son territoire, en lien avec l'ARS. Et donc, on est à des vitesses un peu différentes en fonction des régions, mais globalement, sur l'année 2022, toutes les régions ont pu démarrer ce déploiement. Laurie, je vous laisse juste, avant de donner la parole à Sandrine Bonjardini, nous présenter le déroulé de la séquence. Alors effectivement, bonjour à tous. Donc conseillère technique et puis référente régionale du projet START en région PACA. Donc en gros, on rappelle les éléments de ce webinaire en 4 temps, la genèse de START, les enjeux également au niveau de la formation, de la qualité et de l'évolution des pratiques, et un 3e point qui est le mode de financement qui vous intéresse très probablement. Et enfin, quelque chose de plus pratico-pratique, l'annonce du calendrier 2023 et bien entendu le témoignage également d'une partie de l'équipe de formateurs professionnels et aidants de START
Petit point technique, évidemment, webinaire implique qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on est évidemment très intéressé par vos questions. Donc, on a une petite rubrique qui s'appelle recherche, non pas du tout, questions-réponses, Q&R en haut. Donc, on vous invite vraiment tout au long du webinaire à inscrire vos interrogations, et l'idée, c'est de laisser au moins un quart d'heure à la fin du webinaire pour traiter une majorité, si possible, de questions. Donc, surtout, ne vous freinez pas par rapport à ça. Effectivement, à ce moment-là de la présentation, je vais donner la parole à Sandrine Bonjardini pour qu'elle puisse vous dépeindre en fait le déploiement sur la région PACA et la structuration également de START pour notre région spécialement. Bonjour à tous. Alors, je voulais revenir, alors on ne voit pas le déroulé des diapositives, Laurie. Revenir un petit peu sur l'organisation donc de pilotage, copilotage avec bien sûr le CREA-PACA sur le lancement de ce dispositif START. Donc l'objectif, et ça fait plusieurs mois maintenant que nous travaillons ensemble avec donc Laurie Santel et Jérôme Bégari sur notamment la structuration. Ce qui était important effectivement, c'était déjà préalablement de vraiment définir la méthodologie retenue, de repérer aussi, de pré-identifier les lignes 2 concernées, et bien sûr de structurer l'organisation du déploiement pour la région PACA. Voilà, donc on avait donc 2 modèles spécifiques qui avaient déjà été expérimentés et modélisés, qui étaient le modèle de l'ARA et le modèle en Île-de-France, avec pour le modèle de l'ARA une entrée par dispositif et par identification d'établissements spécifiques, et le modèle Île-de-France avec une approche territoriale départementale du secteur, donc des établissements secteur adultes et enfants. Donc du coup, effectivement, nous avons retenu cette approche-là territoriale qui nous semblait la plus pertinente pour répondre vraiment aux besoins du territoire. Voilà, et donc du coup, on a construit et contextualisé en fait la structuration à la fois de ce copil régional en incluant l'ensemble des membres de façon très élargie. Voilà, parce que pour nous, ce qui était important, effectivement, c'est d'avoir une composition disciplinaire, qu'on retrouve l'ensemble à la fois des partenaires et du réseau, et avoir une approche et surtout une représentativité de l'ensemble des troubles TND. Donc, comme vous pouvez le voir sur la composition, on a une composition quand même très élargie. Donc à la fois, bien sûr, Intercams, l'UNAPI, donc des représentants du secteur médico-social, également filière santé, NEXEM. Nous avons donc l'association donc pour la formation du personnel, nous avons les nous avons donc la FEAP, voilà, donc le CRA, bien sûr, les centres de référence pour les troubles TND, nous avons le CRTLA, également donc les équipes relais, le CREAI, voilà, l'ANCREAI. Donc vraiment la composition très large de ce copil pour vraiment suivre, j'allais dire, le déploiement, que tout un chacun puisse aussi bien diffuser, parce que ça c'est l'aspect très important, c'est de diffuser au sein du réseau ce lancement, voilà, qui a l'objectif quand même de vraiment de transmettre une méthode à la fois innovante sur des formations croisées, et vraiment de créer une vraie communauté de territoire autour de la formation, pour harmoniser aussi, c'est l'objectif de START, les pratiques, et que tout un chacun puisse avoir ce socle, j'allais dire, de connaissances de base communes sur la formation troubles du neurodéveloppement. Merci. Merci Sandrine Bonjardini. Du coup, on va passer à l'élément. Alors, s'il y a des questions qui vous viennent évidemment sur ces enjeux de stratégie et de portage territorial, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat. Je donne la parole sur
l'aspect enjeu de start pour la région PACA en termes de pratiques professionnelles, de démarche qualité, d'évolution des pratiques professionnelles. Donc, je donne donc la parole à Jérôme Bégari, directeur du CREAI PACA et Corse, pour vous donner quelques éléments sur ce plan-là. On va se compléter évidemment sur ces sujets avec Laurie qui maîtrise particulièrement ces sujets. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais l'idée, c'est bien de considérer qu'on part sur un modèle intégratif de formation qui a quelques différences avec ce qu'on a l'habitude de connaître et dans sa structuration, au-delà du contenu. L'objectif, c'est de décloisonner, je l'évoquais dès l'introduction, décloisonner les savoirs autour des TND, c'est le lien avec ce que j'évoquais autour de l'évolution des politiques publiques tout à l'heure. Considérer que ce que l'on travaille avec un public, en termes d'outils de communication, de modalités d'accompagnement, de pratiques professionnelles, est la plupart du temps valable avec d'autres, et d'essayer de donner un fil conducteur aux personnes qui vont être formées, aux professionnels qui vont être formés, être capable de passer de l'un à l'autre et de trouver les ressources autour d'elles. Améliorer, soutenir la transformation des pratiques professionnelles, ça va de pair, évidemment, pratiques professionnelles de l'accompagnement, du soin des enfants et des adultes. Sandrine Bourjardiner a insisté tout à l'heure sur les choix posés par le COPIL, avec l'approche territoriale certes, mais également ce sujet qui a fait l'objet d'un débat, d'une réflexion autour de est-ce qu'on doit organiser des sessions plutôt dédiées au secteur de l'enfance, est-ce qu'on doit organiser des sessions plutôt dédiées au secteur des adultes, ou plutôt en transversalité. Là aussi, il me paraît assez essentiel et urgent de décloisonner et que les professionnels du secteur adulte puissent échanger un maximum et trouver des ressources dans le secteur de l'enfance et inversement. Toujours dans une logique de parcours, bien évidemment. Impulser de nouveaux modes de coopération sur les territoires jusqu'à l'échelle infradépartementale. La même logique, de la même manière que la logique de transformation de l'offre. C'est bien à l'échelle des territoires et des acteurs des territoires que les choses peuvent se décloisonner, peuvent fonctionner en partenariat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs niveaux, mais le maillon régional n'est pas suffisant, d'où la priorisation en termes de territoire. Et évidemment, ce type de pratiques professionnelles décloisonnées en lien avec des évolutions dans le même temps autour de la démarche qualité, des nouveaux référentiels HAS, la participation des personnes. Évidemment que ce type d'approche aujourd'hui doit pouvoir être valorisé dans le cadre des démarches qualité et des évaluations qui sont mises en œuvre au sein de vos établissements et structures. Sandrine Bourjardini évoquait tout à l'heure les professionnels de seconde ligne. START a vocation à cibler les professionnels de seconde ligne prioritairement, donc de l'ensemble des structures qu'on peut voir apparaître dans le cercle rouge là. L'idée sur cette seconde ligne, et ce qui commence à se dessiner, ne serait-ce que dans les participants qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des ponts dans ce décloisonnement entre aide sociale à l'enfance et secteur médico-social handicap, également avec l'éducation nationale. Et c'est un des objectifs auxquels on s'attellera dans les échanges pour voir comment est-ce que l'accès à la formation est rendu possible pour l'ensemble de ces secteurs. La diversité des dispositifs également. On y reviendra, mais on est bien sur de la formation inter-établissement et non pas de la formation intra, parce qu'il s'agit de mettre des acteurs en lien sur les territoires. Peut-être un dernier mot sur la distinction entre la seconde ligne et la première ligne. Quand on parle des PCO, et c'est le cas de la première session qui s'organise, ce sont des structures qui travaillent avec des professionnels de première ligne, finalement, en tant que prestation. La frontière entre ces deux lignes est jamais complètement marqué et binaire, et bien évidemment que cet élargissement est envisagé, et on a dès la première session des professionnels de première ligne qui sont partenaires des PCO qui vont participer. Je compléterai aussi sur le type de métier, peut-être pour faire, sauf si Jérôme, vous avez quelque chose à compléter sur cette diapo-là. On parle en termes de structure professionnelle de deuxième ligne, on parle aussi en termes de métier. Là, je vais passer à la diapo sur le contenu, l'ingénierie pédagogique, encore une fois, qui a été
testé sur les 2 régions expérimentales avec une 3e version dans les contenus, mais qui fait aussi que ce contenu-là, il est ficelé et quelle que soit la région où on bénéficie de la formation START, le contenu est le même pour rendre aussi un contenu égal, hein, quel que soit le département dans lequel on est et quelle que soit la profession que l'on représente aussi, avec une recommandation qui est faite au niveau de la modélisation START, à savoir 2 professionnels par structure, que l'on soit du secteur enfant ou du secteur adulte, et que l'on soit professionnel dit de terrain, vraiment en face à face avec les personnes concernées par les TND, mais également quand on est chef de service cadre, dans l'idée de faire évoluer les pratiques professionnelles, qu'on arrive à toucher aussi, on va dire, presque toutes les strates d'un organigramme fonctionnel, pour que ces façons, via ces modules de formation, concerne tout le monde à un moment donné. Donc il y a 8 modules qui ont été conçus avec des grandes thématiques. On n'est pas dans quelque chose en termes de thématique d'original, mais il faut balayer tous ces champs-là dans la vie d'une personne. Donc on est sur des socles communs jusqu'à des aspects très pratico-pratiques autour de la communication, des apprentissages, de l'autonomie, de la gestion des comportements problèmes, et en passant par le repérage précoce et les évaluations. Donc là, on pourra en parler, en toucher 2 mots sur la vision qu'ont eu les formateurs START pour la région PACA qui ont bénéficié de la formation. On en parlera de dernier point. Mais en tout cas, chaque module concerne à un moment donné un professionnel, quelle que soit sa formation. Et c'est vrai qu'on insiste là-dessus, mais tout le monde peut être concerné par START dans le but, pas de remplir des sessions de formation, mais bien de faire évoluer les pratiques professionnelles. Donc là aussi, s'il y a des questions, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun des modules. Jérôme, je vous vois réagir, peut-être vous voulez compléter ce que je suis en train de dire là. C'est juste pour vous donner la visibilité sur la structuration de la formation. Chacun des modules qui est évoqué là correspond à une demi-journée de formation sur les 4 journées au total. Et puis ça fait le lien évidemment avec la suite. C'est ça. Donc là, vous avez vraiment aussi pour vous projeter au-delà de la composition des participants à ces sessions de formation qui sont sur une jauge de 20 participants, des sessions qui sont animées à chaque fois par 2 formateurs qui sont des professionnels de terrain et des aidants. C'est ce qui fait quand même aussi la force du projet START, cette combinaison de professionnels qui transmettent et d'aidants, avec à chaque fois une organisation par module demi-journée et une journée, donc 2 thématiques et un binôme de 2 entités, hein, professionnels de terrain et aidants. Et chaque journée de formation, c'est un nouveau binôme. On rentrera dedans, donc avec 2 jours qui se suivent, un laps de temps de 2 à 3 semaines dans la programmation de la formation, journée 3 et journée 4 qui se suivent. Et là, de nouveau, hein, on a 2 binômes, donc au total, il y a 4 binômes de formateurs. Et ce qui fait aussi une spécificité de START, c'est qu'à 6 mois après ces 4 premiers jours, on est sur une 5e journée. Donc, vous avez ici la 5e journée pour la mise en place d'une communauté de pratique. Donc, ce n'est pas une formation de 4 jours et ça s'arrête là. Il y a vraiment le travail sur le retour d'expérience. Qu'est-ce que cette formation à 4 jours a permis de transformer au niveau des participants et également d'amorcer en fait ce travail en réseau avec ces participants au bout de 6 mois pour enclencher quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique de territoire, de partage d'expériences, d'outils, etc. Donc là, vous avez vraiment une structuration qui, encore une fois, est la même, quelle que soit la région. C'est ce qui fait aussi la force de START, c'est qu'on sait où on atterrit et comment ça fonctionne. Et c'est ce qui fait aussi que, du coup, on a cet effet qui peut faire boule de neige, on va dire, sur les pratiques au niveau du national. En tout cas, c'est un des enjeux qu'on vise. J'insisterai sur les 2 points que Laurie a évoqués, hein. La nature même des intervenants qui ne sont pas des formateurs professionnels, consultants ou autres, qui ne sont pas les conseillers techniques du CREAI, qui sont des professionnels du territoire et des aidants qui ont bénéficié de la formation de formateurs et dont certaines prendront la parole tout à l'heure et sont avec nous. Donc, c'est ce qui fait la spécificité du partage dès les premières journées de formation
et une formation qui n'a d'intérêt que dès lors qu'on l'inscrit dans la durée, avec cette dimension de communauté de pratique. Les communautés de pratique restent à modéliser, sont en cours d'expérimentation dans les premières régions, mais c'est bien ça l'ambition, d'inscrire sur le territoire le lien entre les professionnels de façon durable. On vous révélera la composition de l'équipe Start, même s'il y a 2 personnes, 2 pros qui parleront à la fin. On vous parlera de tout ça au moment de l'annonce aussi des dates. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que dans un plan de formation, il y a la logique d'inscrire les personnes sur 5 jours, avec un laps de temps de 6 mois entre les 4 premières journées et la dernière journée aussi, qui est prévue dans ce cadre-là. Je vais donner cette fois-ci la parole à un sujet qui est très intéressant, et on sait que la façon d'inscrire cet accès à la formation, elle est aussi associée au mode de financement, évidemment. Donc du coup, je vais donner la parole à Jenna Séchant, si elle veut bien, peut-être en commençant par la NFH. Il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est vraiment de suivre ce qui est écrit sur le diaporama. Et voilà, si vous pouvez nous expliquer au niveau de la NFH, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue national et d'un point de vue régional qui permettrait à plus de professionnels de bénéficier de ces temps de formation. Merci Laurie. Donc oui, je veux bien prendre la parole aujourd'hui. Donc bonjour à tout le monde. Donc je suis Jenna Seichan, je représente l'ANFH PACA. Donc on est l'équivalent de l'OPCO, mais pour la fonction publique hospitalière. Donc à ce jour, lorsque nous avons pris connaissance de ce projet START, effectivement, nous avons trouvé l'opportunité, en tout cas, trouvé le projet assez intéressant pour nos établissements. Du coup, nous allons aider, en tout cas financièrement, les structures du médico-social à pouvoir former leurs professionnels, en tout cas à créer cette communauté de professionnels, afin de répondre aussi à des objectifs, nous, de partenariat public-privé qui sont inscrits dans notre projet stratégique. Donc concrètement, un établissement, lorsqu'il est intéressé par cette démarche et souhaite inscrire son agent au parcours, il a 2 possibilités. Soit il est assez large sur son plan de formation et il peut le financer sur le plan de formation, ou alors il sollicite l'ANFH, en l'occurrence moi-même, en faisant une demande de financement. On s'est entendu avec le CREAI sur le nombre de places aussi disponibles, puisque comme l'a dit Jérôme et Laurie précédemment, l'objectif étant de mixer les professionnels suivant on va dire, le nombre de places ouvertes à la FPH. La NFH financera du coup ces places-là. Voilà. Donc pour cette première session qui va arriver, donc je ne vais pas trop spoiler le calendrier que vous allez présenter après. Sur la session du Vaucluse, par exemple, nous allons, voilà, sur la première session 2022, nous allons financer les places des professionnels en accord donc, avec le CREAI et les établissements. Voilà. Pour nous, c'est tout simple. Il n'y a pas c'est une demande de mail et puis après, vous avez voilà l'accord financier et puis c'est parti. Pas plus, pas moins pour notre part à nous. Peut-être que je vais poser une question impertinente. Est-ce qu'il y a un taux de participation, un taux de financement, un minimum? Enfin, est-ce que c'est des éléments que vous pouvez communiquer aussi sur la prise en charge par la NFH? Donc, on a parlé de nombre de places. Voilà, le nombre de places, on s'était entendu sur chaque session, un groupe, puisque vous ouvrez 20 places, il me semble, c'est bien ça, Laurie, 20 places, on avait dit, voilà. Oui. Sur les 20 places, on va financer voilà, jusqu'à 8, environ 8 places pour la fonction publique hospitalière, voire 10 suivant, on va dire, les demandes de formation qu'il peut avoir par territoire. Voilà. Super, merci. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas un visuel sur les questions-réponses, hein, mais j'imagine qu'il y aura quelques questions qui vous reviendront peut-être, et de part égale aussi avec Madame D'Alexis, à qui je vais donner la parole également pour qu'elle puisse, de la même façon pour l'OPCO Santé, nous donner peut-être plus de précision et vous donner plus de précision sur qu'est-ce que représente START au niveau de l'OPCO Santé, quels sont les moyens possibles aussi pour les établissements pour pouvoir inscrire aussi cette formation pour l'année 2023 dans le plan de formation et les aides possibles qu'il existe. Donc, je vous donne la parole, Madame D'Alexis, et merci, Madame Séchant.
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis conseiller emploi formation à l'Opco Santé. Donc, une des branches sur lesquelles nous travaillons, hein, puisque nous avons plusieurs branches qui sont rattachées à l'Opco Santé, le secteur sanitaire, social et médico-social. Nous travaillons en binôme de conseillers. C'est-à-dire que chez nous, il y a un conseiller en gestion qui est chargé de 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 traiter, on va dire, les demandes de prise en charge, les demandes de remboursement et un conseiller emploi formation, donc qui est plutôt mon poste et qui travaille sur l'ingénierie de formation. La formation START, bien sûr, est éligible aux financements, qui sont pilotés par l'OPCO. Alors, il y a plusieurs manières, de financer, chez nous. Effectivement, il y a, quand on nous transmet le plan de développement des compétences, alors de préférence en début d'année, ce qui nous permet, avec le conseiller gestion financement, d'optimiser, les demandes de financement. C'est-à-dire optimiser, c'est en fonction des budgets disponibles, de voir, comment on va pouvoir flécher ces actions. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. C'est ou le compte investissement formation adhérent qui est en lien avec certaines cotisations, ou les fonds conventionnels, qu'on peut aller chercher, en fonction de l'investissement. Ça peut être aussi un cofinancement, nous gérons des fonds CNSA, on a des conventions de financement, de 2 ans, il me semble. Donc on peut aller chercher du cofinancement puisque cette action peut être, financée, sur ces fonds-là. Et on a également l'aide des PME qu'on gère pour les établissements de moins de 50 salariés. Donc après, c'est au moment de l'optimisation du PDC que nous allons pouvoir flécher les financements mobilisables et les montants de financement. Donc c'est individuel à chaque structure qui est adhérent à l'Opco Santé. Il n'y a pas en fait d'enveloppe qui est dédiée particulièrement ou réservée à ce projet. Donc on va s'appuyer sur les financements, les cotisations de chaque établissement. Donc le mode de fonctionnement chez nous, c'est la transmission du PDC, pour optimisation. Ensuite, un lien se fait avec l'établissement pour voir comment on peut flécher, qu'est-ce qu'on va prioriser en matière d'action de formation et ensuite, ben, l'adhérent va pouvoir saisir sur le web service qui est le lien, sur lequel se saisit toutes les demandes de prise en charge et ensuite les demandes de remboursement. Donc chaque adhérent a un accès au web service dans lequel il va saisir la demande, fournir les pièces demandées et ensuite, il aura l'accord de financement. Voilà, un petit peu le mode de financement de fonctionnement chez nous, sur le financement des actions de formation en général. Merci madame D'Alexis. Hem, Est-ce que la question du volume, elle peut être aussi, déjà préestimée sur l'année 2023? Il y a 6 départements dans la région. En tout cas, il y a un département, hein, dont la formation se situe sur le Vaucluse et qui aura lieu en 2022. Est-ce que ça aussi, c'est un élément qui peut être dès à présent communicable? On n'a pas précisé quand même aussi au niveau du coût formation, c'est quand même un élément qui peut vous intéresser, hein, c'est 1 150 € pour 5 jours de formation par professionnel. Voilà, ça c'est le coût, où qu'on soit en France, c'est le coût, de journée, start, d'inscription pour un professionnel. Donc c'est vrai que la question peut-être, je la pose en direct, on est sur un webinaire en live. Voilà, est-ce qu'il y a un volume qui peut aussi être, provisionné, estimé dans ce qu'il est possible de financer ou de Alors, cofinancer? nous on peut pas enfin, on peut pas, financer un nombre précis de places ou quoi que ce soit, c'est fonction du tout venant. C'est-à-dire que s'il y a le budget formation, présent, on va pouvoir dire: «Ben voilà, on va cofinancer ou on va financer ou on va mobiliser tel financement». Ça va être en fonction des demandes et c'est pour ça ce qui est important pour nous, c'est l'étude du plan de développement des compétences pour savoir, sur quel financement on va pouvoir mettre en action et donc c'est l'importance,
la transmission des éléments en amont des formations, c'est pour qu'on puisse optimiser derrière et dire voilà, bon, on va vous prendre en charge tout ou partie sur tel ou tel financement. Et donc il faut anticiper. Et après, on n'est pas limité en matière de prise en charge. Si le budget est là, le budget couvre en fait de l'adhérent. Ça va dépendre un petit peu des cotisations de l'adhérent et des cofinancements et des enveloppes financières. Il est certain qu'en début d'année, les enveloppes financières où on sollicite les cofinancements, comme par exemple la CNSA, on peut mobiliser assez facilement. Si on est en fin d'année sur des actions de formation, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc l'anticipation de la transmission des infos et des besoins des structures, elle est nécessaire en début d'année pour qu'on puisse déjà envisager et que les demandes de prise en charge puissent être saisies en amont et non pas a posteriori. D'où Super. l'organisation du webinaire dès maintenant, Oui, oui, avant de qui est l'ensemble des très, sessions. qui est très important parce qu'on reçoit déjà des PDC 2023, là en novembre, où les structures déjà ont anticipé. Elles ont l'habitude, hein, de fonctionner avec nous. Elles savent qu'il faut nous les transmettre en amont pour qu'on puisse étudier, valoriser et optimiser, et ensuite qu'elles puissent à partir de janvier, même si une action commence, en février, déjà saisir dans le web service, la prévision d'actions de formation. Alors pas 6 mois à l'avance, mais 1 mois à l'avance. Ça nous permet de valider les dossiers et comme ça, les fonds sont mobilisés. Peut-être pour répondre à une question que je vois, et effectivement, parce que l'information n'est pas sur la diapo, je ne sais pas, Laurie, si vous aviez à rebondir dessus, mais le coût prévisionnel de l'action de formation par stagiaire est du coup, j'ai peur de dire une bêtise, vous me corrigez, de 1 150 € pour les 5 jours. Exactement. Ce qui reste un coût assez correct par rapport à ce qui se pratique habituellement. C'est un coût frais de repas inclus également. Ce qui est une Donc après, particularité aussi. C'est pas toujours. nous après, en fonction du compte investissement formation de l'adhérent, on prend en charge les repas, les déplacements si c'est nécessaire, les frais de salaire. Après, ça dépend. Sur certains financements, comme une enveloppe par exemple CNSA, on ne peut prendre en charge que certaines, les coûts pédagogiques, ou sur de l'aide TPME, des coûts pédagogiques. Mais après, si c'est le compte investissement formation qui intervient en cofinancement, ça couvre, hein. Super. Ça veut dire que l'annonce des dates est intéressante et importante aussi pour que les organismes gestionnaires puissent dès à présent se positionner, puisqu'on est sur une logique de territoire, et vous allez voir en fin de webinaire que il y a une ordonnation, enfin en tout cas les départements sont successifs et donc les dates tiendront compte de vos implantations de départements. Mais on a une programmation jusqu'en octobre 2023. Ça me permet d'enchaîner, si vous êtes d'accord, sur le 4e temps, pour qu'on soit vraiment sur le temps que l'on vous a aussi indiqué dans l'invitation à ce webinaire, à savoir cette dernière partie très opérationnelle que sont les sessions start. Donc, je vais introduire cette partie-là, puisque peut-être la question qui se présente, c'est mais qui est cette équipe de formateurs? On a annoncé que c'était par binôme que l'animation des modules se faisait, avec vraiment cette particularité qui fait aussi la plus-value pour nous, en tout cas de Start, et dans les autres régions, c'est vraiment un gain pour les participants, d'aidants et de professionnels de terrain. Donc, ce ne sont pas des formateurs de la théorie 2, c'est des gens qui ont été retenus dans l'équipe de formateurs pour leur pluridisciplinarité en métier, en champ d'intervention, et également pour leur quotidien de pratique professionnelle avec les personnes, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes concernés par toute forme de TND. Donc vraiment dans le recrutement, et on tenait aussi à ce que l'équipe ait un champ d'expertise sur toutes les facettes des TND. On ne reviendra pas sur la définition évidemment. Il y avait aussi un enjeu de couverture territoriale. Donc vous allez le voir, dans l'équipe de 12 professionnels et aidants Start, tous les territoires sont couverts de la région PACA, et on a une fierté d'avoir réussi ce pari-là.
Et ensuite, dans l'animation en binôme, ce sont des professionnels qui ne se connaissent pas ou qui ne se connaissaient pas, puisqu'il y a eu la formation qui est passée par là à Paris en octobre, dont on va vous parler. Et c'était l'idée d'une complémentarité, puisque vous avez vu, chaque journée, c'est 2 thématiques qui sont parfois évidentes dans une continuité, parfois moins. Et l'idée, c'était que ces trinômes, parce qu'on a recruté des trinômes pour qu'on puisse aussi avoir de la souplesse sur la mise en place des sessions où vous aurez 2 personnes en face de vous, 2 professionnels formateurs en face de vous, mais qui peuvent changer aussi parce qu'ils sont 3 sur chacune des thématiques. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire en vous expliquant tout ça, mais l'idée, c'était aussi de vous donner, en fait, on révèle l'identité de ces 12 formateurs. Voilà, peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Alors, il y a l'identité des formateurs, mais il y a aussi leurs fonctions. Et vous avez également dans le chiffre le département où ils interviennent de façon prioritaire. Et vous les avez ici organisés en ligne, hein, donc ces trinômes, en jours de formation. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et en M1, M2, où ça correspond aux thématiques des modules. C'est un petit jargon, c'est un exercice à prendre. Là, comme ça ne vous parle pas, mais on commence par le socle commun, l'autodétermination, quels sont les TND, le repérage, le diagnostic, jusqu'à M7 et M8. Et d'ailleurs, Céline Fontaine et Anna Covin sont les formatrices présentes qui sont sur la gestion des comportements problèmes et la logique de parcours. Voilà. Ce que je voulais également dire, les voilà en fait. Je vais là, à ce moment-là, donner la parole à nos 2 formatrices qui ont bien accepté de se libérer pour vous faire un retour. On a bien insisté, ce ne sont pas des formateurs de métier. Et pour ça, l'équipe a bénéficié de 2 jours intenses à Paris, accompagnés d'une équipe 3 jours. Bon, pardon, c'est passé tellement vite que 3 jours intenses en même temps que l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté, donc aussi très enrichissant, avec les concepteurs de chacun des modules et également des formateurs expérimentés issus de 2 régions d'expérimentation qui ont 3 ans de recul. Pour justement se mettre dans cette ingénierie de start, se l'approprier. Voilà, il y a tout eu un temps et là, je vais donner la parole à Anna Covin et à Céline Fontaine pour vous faire ce retour-là et vous dire aussi comment elles ont vécu et comment elles envisagent les prochaines sessions de formation. Merci beaucoup, Laurie. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Anna Covin. Je suis aidante familiale. J'ai 2 enfants et c'est mon fils aîné qui a une déficience intellectuelle sévère. Et j'ai été aussi à la création d'une petite association pour les personnes avec TND et leurs familles. Voilà, donc j'ai pu avoir cette expérience de la formation des formateurs le mois dernier sur Paris, une expérience très, très riche, à la fois en termes de rencontres entre les différents formateurs qui, comme Laurie vient de nous dire, nous sommes tous de profils et d'expériences très différents. Je vous parlerai un petit peu juste du programme START. Donc, on a bien vécu cette expérience en tant que création d'une communauté de praticiens, à la fois en tant que formateur, mais aussi dans l'esprit de ce que est START. Voilà, impulser, créer cette communauté de praticiens aussi sur le territoire. Ce sera l'opportunité pour tous de partager les expériences, les connaissances, les savoir-faire pour imaginer d'autres manières de travailler et, comme disait aussi Laurie tout à l'heure, donc faire évoluer ces pratiques professionnelles. C'est une formation qui propose un contenu très riche. Vous avez vu donc tous les modules, on va pouvoir couvrir plusieurs aspects différents de ce que c'est d'accompagner des personnes avec TND. Mais c'est aussi l'opportunité de croiser les regards, de partager, d'échanger, en partant de recommandations officielles, de recommandations gouvernementales, pour ensuite imaginer ou discuter ensemble de cas concrets, de la réalité du terrain et chercher ensemble des solutions.
voilà, en regroupant des personnes de profils très différents dans les salles de formation. Et c'est aussi la possibilité de réfléchir ensemble à comment faire pour que nos services arrivent à s'adapter à chaque personne avec un ou des troubles du neurodéveloppement, au lieu de chercher à faire en sorte que chaque personne s'adapte au service. Voilà, donc encore une fois, dans cette idée de faire évoluer les pratiques. Donc, je dirais que les mots-clés de cette formation, c'est vraiment de motiver les équipes, de partager nos expériences et puis de construire des parcours ensemble. Et du coup, je laisserai Céline parler un peu plus de cette formation des formateurs. Donc bonjour, moi je suis Céline Fontaine, donc je suis responsable du PCPE sur les Alpes-Maritimes. Ce qui a été particulièrement, du coup je vais plutôt témoigner, puis pour pas reprendre ce que Anna a pu vous apporter, sur vraiment ce temps de formation de formateurs qui a été particulièrement riche et intense, mais on a pu du coup expérimenter la communauté de pratique. Du coup, entre nous. Et cet échange de pratiques des divers profils amène vraiment une richesse dans les expériences et dans les témoignages qui vont pouvoir être enrichis aussi des expériences des personnes qui seront avec nous en formation. Et du coup, on pourra rebondir sur les expériences de chacun pour aller plus loin dans ce qu'est les TND. C'est vraiment ce qui nous a apporté aussi ces 3 jours de formation, c'est une cohésion d'équipe. Avec les 12 formateurs, on se complète dans nos approches et ça, c'est aussi intéressant. On se confronte aussi sur des points de vue qui peuvent être différents et qui sont aussi intéressants et riches pour les recherches de solutions, pour les recherches d'avoir voilà, une diversification des possibilités, un enrichissement du réseau et des connaissances de chaque territoire. L'avantage d'avoir aussi des professionnels qui viennent de territoires différents et des aidants qui viennent de territoires différents amène aussi des connaissances et des expérimentations qui se font dans un territoire et qui ne se font pas forcément dans un autre, mais qui peuvent être reprises ou enrichies ou développées. Donc voilà, cette dimension de territoire est particulièrement importante. Et du coup, comme on a pu bénéficier d'une vision globale de tous les modules, et après, on a travaillé spécifiquement, on va dire, en trinôme, avec des formateurs qui eux-mêmes ont expérimenté ces formations et donc sont venus nous former et on a pu décortiquer ces modules et amener nos touches personnelles dans ces modules-là et dans cette formation. Donc moi, si j'ai des mots-clés à retenir de ces 3 jours de formation, c'est intensité, richesse, motivation, une super organisation et on a envie d'amener nos connaissances et nos expériences voilà, aux personnes de terrain pour enrichir les pratiques et amener vraiment des parcours intéressants pour ces personnes qu'on accompagne au quotidien. Voilà. Merci à toutes les deux. L'énergie de ce qu'on a vécu dans les 3 jours, puisque en tant que référente, je suis aussi dans le lot, puisque je suis présente aussi sur les sessions. Et effectivement, une des conclusions de l'équipe Start PACA, c'était pourvu qu'on arrive à transmettre d'abord cette bonne humeur, parce qu'on est vraiment qu'avec des gens très motivés et dont la motivation, c'est de transmettre tout ce qu'elles savent et d'imaginer que ce décloisonnement entre métiers, entre TND, entre hiérarchie, etc., puisse aussi vivre à chacune des sessions. Et ça, là-dessus, je suis assez contente aussi d'être à vos côtés et d'avoir cette équipe pour la région PACA, puisque l'idée, c'est aussi de créer du réseau au-delà des départements quand il y a des choses qui se produisent. Et c'est vrai que déjà, au sein de l'équipe de formateurs, on a vu des possibilités de travail
assez évident, avec plein d'idées pour eux déjà. Donc, imaginez sur les sessions de formation ce que ça peut donner pour les participants. Ça, je suis assez convaincue. Donc, c'est un très chouette témoignage, toutes les deux. Merci beaucoup pour tous ces éléments très concrets aussi que vous avez partagés. Je regarde l'heure et puis c'est le grand moment de l'annonce du calendrier qui a été validé la semaine dernière avec l'équipe des 12 formateurs Start, évidemment, avant de pouvoir vous les communiquer. Donc, première session inédite pour PACA, ce sera le Vaucluse, qui a été aussi territoire choisi au niveau du comité de pilotage, avec des dates qui sont ici indiquées, qui se passera sur Avignon, et c'est le centre hospitalier de Montfavet qui nous accueille. On annonce également qu'avec des changements, il y a eu un désistement. Donc, je dirais que pour ceux qui viennent du Vaucluse, vous avez encore la chance d'inscrire un professionnel, puisque la jauge de 20 n'est pas atteinte. Donc, précipitez-vous pour qu'on soit à 20 participants, puisque pour le Vaucluse, il n'y a pas de date 2023, en tout cas dans cette planification qui est proposée. Et si elle a lieu, elle aura lieu vraiment en fin d'année 2023. Ensuite, le territoire qui enchaînera pour la deuxième session, ce sera le 04, les Alpes de Haute-Provence en janvier et février, avec une estimation pour la 5e journée qui arrivera dès qu'on lancera les inscriptions pour que tout le monde puisse s'inscrire dans les agendas. Mais si on tient les 6 mois, on est à mi-septembre 2023. Ensuite, on sera sur les Bouches-du-Rhône. Je précise aussi à chaque fois qu'on sera sur des recherches de salles de formation pour accueillir 25 personnes, idéalement équipées d'un vidéoprojecteur avec une facilité pour la restauration. Comme vous l'avez compris, c'était très intense, donc la restauration est prise en charge dans le prix, mais aussi pour que les formateurs puissent avoir des temps informels avec l'équipe de participants. Vous voyez, on lâche rien, c'est du 9h-17h, repas compris, pour continuer à travailler sur la communauté de pratique. Donc, appel aussi, si vous êtes intéressés, on essaiera de valoriser aussi l'accueil que vous nous ferez dans chacun de vos territoires. Ensuite, les Hautes-Alpes, seront aussi dans la programmation, le Var, et on terminera, si je ne me trompe pas, avec les Alpes-Maritimes après la trêve estivale, donc dès le mois de septembre. Voilà. Donc, on vous communiquera si vous êtes intéressé, mais ce qui va se passer, c'est que la diffusion de la campagne d'inscription, elle va se faire à différents niveaux, mais on vous invite vraiment à vous tenir informé sur le site internet du CREAI. On a un mailing, si vous êtes intéressé, peut-être manifestez-vous aussi. On a fait une liste d'attente, par exemple, pour le Vaucluse, puisque les 20 places peuvent aussi être occupées assez rapidement. On sera toujours attentif à ce qu'il y ait plusieurs structures représentées. Ce ne sont pas des formations en intra, parce que START, c'est de faire travailler les professionnels de secteurs différents, du médico-social et du sanitaire. Donc, c'est vrai que la composition, on aura un regard aussi pour pouvoir avoir un maximum de diversité dans les participants. Voilà, sur ce point-là, c'est aussi important de le tenir pour que START puisse infuser comme il a été conçu, de façon à décloisonner et à travailler sur un réseau par territoire et par métier, par secteur et par TND. Voilà. Jérôme, peut-être… Je voulais juste, Laurie, en profiter pour commencer à répondre, parce qu'il y avait la question sur le nombre de sessions. Donc, effectivement, inscrivez-vous pour constituer des listes d'attente qui seront, là, comme dans le Vaucluse, il y en a eu une, ça a permis de compenser les désistements, mais voilà, il y aura là pour le moment le besoin de garantir une session par territoire. C'était bien l'objectif posé d'emblée, avec des formateurs qui viennent d'être formés et qui vont commencer à faire les premières sessions. C'est ensuite en fonction du nombre d'inscriptions et de la demande qu'on se posera les questions de est-ce qu'on peut réussir à caser des sessions supplémentaires ou pas, en fonction de la disponibilité aussi. Je le disais, on insiste là-dessus, les formateurs ne sont pas des formateurs professionnels et qui prennent sur leur temps aussi perso pour se rendre disponibles. Donc, il faut qu'on arrive à gérer cet ensemble de paramètres pour organiser les sessions. Mais voilà, s'il y a de la demande sur un territoire plus particulièrement, on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces demandes et dans quelle temporalité. L'objectif étant vraiment de compter sur la dynamique de réseau et de bouche à oreille, ce qui s'est vraiment passé très rapidement pour le Vaucluse, pour compléter ces sessions
puisqu'on est quand même sur 20 personnes là où habituellement, avec 3 formateurs finalement, hein, 2 formateurs, formatrices, plus la présence de Laurie, là où habituellement on est avec un formateur et 12 personnes d'une manière générale. La foire aux questions, lors de votre inscription, on avait laissé un encart pour que vous puissiez poser des questions. Et pour honorer le fait que certains ont posé déjà des questions, je propose aussi qu'on essaye de répondre à la question d'une des MDPH qui est présente aujourd'hui, à savoir comment on fait remonter le besoin de formation qu'on a identifié, soit par structure, soit des remontées de professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est cavalier ou pas, mais j'aurais tendance à penser que peut-être les représentants de l'OPCO Santé et ANFH pourraient aussi répondre sur comment on saisit les remontées de besoins de formation. Je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous. Je ne vous vois pas. Alors, je peux prendre la parole pour l'OPCO Santé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en intervenant. C'est-à-dire que pour les structures qui sont rattachées à l'OPCO Santé, donc adhérentes à l'OPCO Santé, que ce soit sur le secteur 3 SMS, sanitaire et social, médico-social, ou éventuellement l'hospitalisation privée, toutes les demandes de formation, de prise en charge, se font sur le web service. Et c'est là que le lien se fait avec le conseiller en gestion financement sur le montant de prise en charge et le fait de dispatcher un petit peu les fonds que nous pilotons. Et après, ce que je disais, c'est en amont travailler avec nous sur le PDC de manière à ce qu'on puisse déjà flécher et optimiser les financements. Une autre question, merci pour cet élément. Laurie, pardon. Si la question est simplement au titre des inscriptions, des besoins identifiés sur le territoire et à qui renvoyer les inscriptions en tant que telles, via le site du CREAI, c'est toujours possible, et ce sont des inscriptions auprès du CREAI à l'adresse formation ou en lien direct des documents qui sont mis en ligne pour l'organisation des sessions. On a en général des inscriptions qui se font en ligne. Okay. Une autre question qui a été aussi anticipée, alors je n'ai pas sous les yeux exactement la question, mais c'était une interrogation. Ok, super. Cette formation vise-t-elle à constituer une équipe pilote sur le territoire qui pourrait être interpellée pour des situations extérieures à l'établissement? J'aurais tendance à répondre non. Alors, c'est peut-être un échange qui peut être complété, hein. Ce n'est pas la constitution d'une équipe pilote. Par contre, c'est une équipe qui va commencer à constituer une communauté de pratique et être dans l'échange. Voilà. Ce n'est pas une équipe pilote au sens d'un dispositif partie spécifique qui serait sollicité pour une situation particulière ou pour une autre. C'est amener des professionnels à travailler en réseau sur un territoire professionnel de champs différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent dans le... Alors, je peux reprendre les questions. Est-ce qu'on peut inscrire, parce que je crois que tout le monde ne voit pas forcément apparaître les questions et les réponses que j'ai pu déjà mettre en ligne. Est-ce qu'on peut s'inscrire sur une session d'un autre département? Du coup, pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais avant, c'est justement pas l'objectif. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pour certaines raisons, on verra bien au fil des sessions les situations particulières qui pourraient se poser. Mais en tout cas, par principe, c'est d'être en lien avec les acteurs de son territoire. Ensuite, j'ai répondu à celle-ci. Où peut-on trouver le descriptif des différents modules du programme START? Je ne pense pas qu'il soit détaillé sur le site. Il y a peut-être un peu plus de détails, Laurie, néanmoins. On a à chaque fois une fiche de programme, hein, le programme pour l'inscription, donc ce n'est pas exhaustif, mais vous avez quand même les objectifs par chacun des modules pour vous donner une idée du contenu, même si évidemment il est ultra riche et que ce sera vraiment des grands éléments saillants. Mais oui, il y a quand même les objectifs par module qui sont indiqués. Alors, une question peut-être, Muriel, puisqu'a priori, le micro refonctionne. Voilà, tu l'as activé. On a une question, j'ai peut-être une petite idée à mon niveau, mais je te laisse y répondre. Pourquoi service dans Start et non pas programme? Est-ce que c'est simplement pour avoir un acronyme respecté ou est-ce qu'il y avait un sens particulier? Non, c'est pas un effet d'hostile, c'est une intuition qu'on a eue au
au démarrage, qui était de se dire que à partir du moment où des professionnels d'horizons divers ont partagé ce socle commun de connaissances, se connaissent mieux, à la fois personnellement, mais aussi dans leur pratique, eh bien, peuvent intervenir mieux, justement, dans cette dimension de parcours que Anna Cauvin et Céline Fontaine ont bien reprise. Et du coup, service territorial, parce que dans l'idée, eh bien, ces professionnels vont pouvoir s'entraider, s'épauler et être quelque part au service des personnes qu'ils vont accompagner, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire que dans l'idée de Start, on peut s'interpeller les uns les autres en inter-établissement, entre secteur médico-social et secteur sanitaire, évidemment. Enfin, voilà, l'idée, c'est de vraiment faire jouer la compétence, le recours à l'expertise dans toutes ses dimensions. Et c'est ce qu'on sous-entend par le terme de service. Se rendre des services et des services pour les usagers et les personnes qu'on accompagne. C'est ça. Exactement. Alors, pour répondre rapidement encore à une ou deux questions, pour vous, plutôt quelle profession? Des intervenants directs auprès des usagers, forcément, point d'interrogation. Il faut des professionnels auprès des usagers, il faut surtout une diversité. Laurie a beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure, les différents niveaux des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels, des spécialistes d'un domaine, des professionnels, travailleurs sociaux plutôt polyvalents. On est attentif à cette diversité, on l'a été pour la première session du Vaucluse, pour rester dans l'inter à tous les niveaux et la transversalité à tous les niveaux. Une autre question à laquelle je voulais sur laquelle je voulais m'arrêter 30 secondes, que je la reformule correctement. Créer une communauté, quels sont les moyens mis en œuvre pour éviter l'écueil de la communauté dépendant des personnes, leur engagement, volonté, conviction ou pas assez fondé sur l'engagement des établissements et services. La communauté de pratique reste à modéliser, à structurer avec un certain nombre de questions. Hein. Est-ce qu'elles auront lieu pas? Comment on articule les territoires avec le niveau régional, par exemple? Est-ce qu'il y a une dimension plus large, nationale? Enfin, moi, j'ouvre toutes les questions pour montrer que cette réflexion est posée. Les moyens mis en œuvre, c'est clairement le rôle du CREAI, pour le coup, d'accompagner l'animation de cette communauté de pratique, en précisant bien que le rôle d'une communauté, l'ambition d'une communauté de pratique, c'est de rendre les acteurs autonomes au sein de cette communauté, en leur attribuant un certain nombre de rôles et d'aider à la faire vivre avec plus d'implication au démarrage, un peu en retrait pour qu'ils soient autonomes, relancer cette animation si elle est nécessaire et pas suffisante sur certaines thématiques. En tout cas, le rôle du CREAI dans cette organisation-là sera celui-là. Je ne sais pas, Muriel, Laurie, si vous voulez compléter rapidement. Muriel, si tu permets. Alors, Muriel Poher, on ne l'a pas présentée, c'est quand même une des conceptrices nationales. Oui, c'est bon. Il n'y avait pas son visuel, du coup, donc je ne savais pas trop si c'était bien identifié avec les participants. Non, je voudrais dire aussi communauté de pratique ne signifie pas toujours du présentiel, des réunions avec des ordres du jour. Enfin, il y aura des formules différentes qui permettent de garder du lien entre les professionnels impliqués, des partages de ressources avec des interfaces assez intuitives, ce n'est pas une bagagerie de drive, etc. Donc voilà, communauté de pratique, ça passe par plein de formes et de formats qui sont en train d'être expérimentés sur les 2 régions aussi expérimentales, mais ce n'est pas forcément des réunions de coordination sur des territoires comme peut-être c'était habituel. Donc c'est une autre formule en fait. Et Muriel peut-être peut compléter. Ouais. Oui, enfin, le principe même d'une communauté de pratique, hein, c'est que ça repose sur la bonne volonté de professionnels, du coup, qui vont avoir envie de continuer à cheminer ensemble, à progresser ensemble, à s'enrichir mutuellement les uns les autres. Et je suis ravie, évidemment, d'avoir pu participer, enfin, en tous les cas, être très à l'écoute de cette séquence plurielle, pluriprofessionnelle, qui est vraiment en écho total avec ce qu'on a essayé de faire dès le départ et qui se concrétise avec vous tous et qui continuera, je l'espère, évidemment, à faire son sillon en PACA. Merci à tous. Merci Muriel. Alors moi, je voudrais insister sur 2 points avant de couper les questions, puisque l'heure passe et on a atteint
l'horaire limite du webinaire. C'est simplement de dire, et c'est en lien avec une dernière question qui vient d'apparaître. Pourriez-vous évoquer combien de personnes vous visez former sur un territoire dans le projet final? On l'a évoqué, hein, on commence par les 6 territoires, ce sera selon la demande, ça s'inscrira potentiellement dans la durée. Ce que je voudrais évoquer, c'est que ça se croise avec d'autres expériences que l'on a aussi au CREAI sur le territoire, en lien avec des partenaires, soit associatifs, mais la richesse des recrutements qui ont été menés avec l'expertise des professionnels qui ont bénéficié de cette formation de formateurs et qui vont dispenser ces différents modules, nous amène vraiment à nous saisir de cette opportunité de jouer ce rôle aussi en tant que CREAI sur les territoires, de venir valoriser ces compétences transversales. Alors ça, c'est le sujet de Start là aujourd'hui sur les TND, mais potentiellement sur d'autres thématiques. On commence à le mettre en place et c'est quelque chose dont on se saisira. Donc, enfin voilà, l'idée c'est que c'est pas de former que 20 professionnels sur chaque territoire pour Start et sans doute de s'appuyer sur ce type de modèle pour d'autres sujets. De la même manière, pour les communautés de pratique, on est assez convaincu qu'une commission lambda à un instant T qui a des acteurs différents d'une réunion à une autre, c'est toujours assez difficile de capitaliser réellement sur ces temps-là et que l'organisation de communautés de pratique, c'est sans doute un modèle qui prendra le relais au-delà de Start et donc on croit fort à ce type d'organisation, mais qui nécessite évidemment d'être expérimenté pour le moment. Je pense qu'on a atteint la fin du déroulé. Je ne sais pas si parmi les participants, si Madame Gauthier, Madame Bonjardini, vous voulez juste dire un petit mot de conclusion pour clore ce temps. Ah, Madame Gauthier, votre micro, s'il vous plaît. Voilà, ça doit être bon là. Oui, déjà, je n'ai pas salué tous les participants, mais alors moi, j'ai voulu assister pour me faire ma culture aussi, parce que Start, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'avais besoin de plonger un peu plus, et ce webinaire était vraiment le bienvenu. Ce que j'entends là, c'est vraiment quelque chose sur lequel ce que l'on recherche, et vous avez raison, c'est de travailler, et je pense que ça enlève les cloisons entre gestionnaires, entre établissements. Il faut vraiment travailler comme ça. Et une vingtaine de personnes formées sur un département, c'est un excellent début, mais ça ne peut pas être suffisant. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas cette équipe-là qui sera référente sur tout, mais il faut bien qu'après, la diffusion continue à se faire. Donc, c'est vraiment l'esprit de ce qu'on cherche à faire, nous, dans nos politiques et dans nos accompagnements des personnes. Donc, et la formation est hyper importante. Donc, bravo. Moi, je trouve que c'est un très beau dispositif de formation et ça répond vraiment à un besoin. Et moi, j'en sais un peu plus maintenant et c'est très utile. Merci à vous tous et merci au CREAI vraiment et à l'Encréail de parce qu'on avait eu cette discussion avec Monsieur Naudin dans le bureau du directeur général il n'y a pas très longtemps sur Start et je vois concrètement ce que ça donne. Donc voilà. Je ne sais pas, Sandrine, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est très bien de terminer comme ça, je pense. Merci beaucoup parce que c'était très clair. Et je pense, voilà, de manière très synthétique, vous avez quand même présenté vraiment les attentes, les enjeux de Start. Et voilà, les acteurs vont s'en saisir. Territoire. Merci à vous tous. Eh bien, merci à vous. Il nous reste à remercier l'ensemble des participants qui ont pu prendre la parole. Merci à Laurie pour cette animation et organisation. Et également, en retour, évidemment, ce qui était intéressant, c'était l'échange et la co-construction avec l'ARS également par rapport à ce que vous veniez d'évoquer. Et très clairement, on espère que les différentes sessions dans les territoires appelleront le même succès que celle du Vaucluse et que justement, on arrivera à former plus de 20 personnes par département. Je rejoins très, très précisément ce que disait Mme Gauthier, ça ne peut pas être suffisant si on considère que c'est une cible à poursuivre. Merci à tous les participants. Bon après-midi, à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci aux participants, aux intervenants. Au revoir.